En général, il y a plusieurs réactions possibles quand on entend parler d'un projet d'adaptation. Cela peut être « Oh mon Dieu, non, pourquoi ?» ou bien « Je suis curieux de voir comment ils vont faire ». Cela peut concerner Ubik, Akira, Gunmu ou encore Tintin par Steven Spielberg et tellement d'autres œuvres. En ce qui concerne la science-fiction française, le roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent, publié en 2004, est souvent considéré comme inadaptable. Et de fait, certains comme la société Forge Animation, disparue en 2015, n'ont pas résisté à la tempête de problèmes que peut déclencher ce genre d'aventure. Le roman est culte aussi bien pour sa structure, son univers dans lequel le vent règne en maître, ou encore ses personnages, sa horde élevée dans un seul but, contrer le vent et remonter jusqu'en extrême amont, la source de tous les vents sous toutes ses formes. Un projet d'une telle ambition n'a pas fait peur à Eric Enino, qui a sorti fin 2017 le premier volume de son adaptation de La Horde du Contrevent. Bon, je suis autodidacte en termes de dessin. J'avais passé 2 mois dans une école d'art à Belfort avant mon service militaire qui avait été décalé. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait quelques albums avant d'attaquer La Horde. La Horde, c'est mon 7e livre. Voilà. Et ça fait une 15aine d'années, en gros, que je suis auteur de bande dessinée. Voilà. Et cette fois, je fais scénario et dessin. Voilà. C'est la première fois, ça. L'idée d'en faire une bande dessinée n'est pas forcément venue tout de suite. Mais progressivement, il se trouve que Alain et moi, on avait des amis en commun, etc. Bon, puis voilà, et au fil des rencontres et des hasards aussi, j'ai fini par rencontrer Alain et de lui proposer, en fait, à cette époque-là, je me disais, ouais, ça serait vraiment bien de faire une bande dessinée de ce roman. En tout cas, j'en avais très envie. Et voilà, je lui ai soumis l'idée d'adapter son roman en bande dessinée. Et, dans un premier temps, Alain regarde mes dessins et tout. Il me dit, écoute, non, moi je suis pas très emballé. Il dit, tu dessines bien, hein, mais je vois pas ton dessin sur La Horde du Contrevent. C'est un livre sur l'ouvert. Ton dessin, il est trop cerné, trop fermé. Et pour moi, ça convient pas. Et donc je lui dis, mais justement, moi j'aimerais aller vers un dessin plus jeté, plus ouvert. Justement, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que le fond et la forme étant difficilement séparables, je pense que pour moi, voilà, ça serait vraiment un excellent moyen d'aller vers ce que j'ai envie de faire. Voilà, encore une fois, ça s'est étalé sur pas mal d'années, donc j'ai eu du temps pour réfléchir. Ouais, bon, j'ai pas fait que ça, hein, aussi. Je travaillais avec Mathieu Laufray sur Le Prophète, sur le tome 4 de Prophète, où j'étais son assistant en décor. Donc pour moi, ça participait justement du fait de travailler vers plus d'énergie dans le trait, etc., de me libérer un petit peu de ce côté timide que j'avais dans mon dessin. Et puis ensuite, j'ai fait Fils du Soleil avec Fabien Nury, où j'ai continué d'essayer voilà, il y avait des histoires de tempêtes, etc. Donc le vent était déjà un peu présent. Et puis voilà, quand j'ai attaqué La Horde, effectivement, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait tout à inventer, tout à créer, en tout cas visuellement. Et donc, ça a été un gros travail. Ouais. Après, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Je suis parti en résidence. À un moment donné, je pensais que le projet était d'ailleurs complètement mort et enterré. Et puis finalement, il a fini par se faire quand même. Enfin voilà, ça a été une longue aventure. Et une fois que le projet se lance, ce n'est que le début d'un long cheminement. Les idées prennent forme lentement, érodées par la répétition, par les errements. Les décors, les lieux, les personnages, comment ils sont habillés, tout est abrasé par le vif de l'esprit jusqu'à ce qu'ils soient polis, lissés, jusqu'à leur forme finale. Pour prendre un exemple que tu évoquais, d'Aberlas, qui est la cité d'extrême aval et d'où les hordes partent. En fait, moi, j'imaginais rien de particulier non plus. Quand j'ai lu le roman, c'était une cité en extrême aval, voilà. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à essayer de la dessiner que d'un coup on se dit bon, alors à quoi ça peut ressembler. Et par exemple, pour Aberlas, à un moment donné, je me suis dit, et ça encore une fois, je sais pas commencé le design avec cette idée-là en tête, ça s'est venu progressivement à force de dessiner et de réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, c'est un lanceur, il lance des hordes, comme nous, on lance des fusées vers la Lune pour essayer d'explorer l'univers. Eux, ils lancent des hordes pour essayer d'atteindre l'horizon, l'extrême amont. Et je me suis dit, en fait, c'est un lanceur, c'est comme un lanceur spatial. Donc d'où cette espèce d'énorme rampe qui est sous la ville, qui s'étend comme ça vers l'horizon, et qui est pour moi l'équivalent d'un lanceur, encore une fois, d'une rampe de lancement. Golgoth, il a eu plein de visages avant d'avoir celui que je lui ai donné. Il a eu une barbe, il a eu des cheveux, il a eu l'air d'un petit vieux à un moment donné. Enfin bon, des fois on s'égare aussi, mais bon, on va dans des fausses pistes, puis on se dit bon là c'est pas la peine d'y aller, et puis on cherche autre chose. Et pour moi l'idée de Golgoth par exemple, c'était l'idée du galet en fait. Je me disais bon, il est poncé en fait, il est tout le temps dans le vent, c'est lui qui est en tête, il prend le vent en pleine figure tout le temps.
Et il est comme une pierre dont le vent aurait effacé les reliefs. Et c'est pour ça qu'il a les sourcils un peu abrasés, que sur le front il a plein de cicatrices, il a même des cratères parce qu'il a pris des impacts. Voilà, que ses cheveux sont plutôt derrière parce que devant tout est tout le temps arraché, abrasé, qu'il a des cicatrices sur le visage. Voilà, donc ça, et comme tu parlais de son côté massif, bon moi je trouve qu'il était déjà pas mal massif. Il est pas très grand en fait, il est pas décrit comme étant grand dans le roman. Donc c'est difficile aussi de faire un mec super balèze quand il est pas très grand. Donc j'essaie de le faire assez carré avec une assise très importante parce que c'est ça qui est important, c'est de pas décoller en fait. Moi personnellement, je suis toujours un peu surpris de ce qui advient. Voilà, Caracol, je savais pas à quoi il allait ressembler et quand je l'ai eu dessiné, quand je suis tombé dessus, je me suis dit ah bah c'est bon, c'est lui. Je savais que c'était lui, je l'ai reconnu quoi. Mais on m'aurait dit à quoi il ressemble, j'aurais pas été capable de le lire. Tel le vif qui s'incarne sur le papier, les personnages pourtant fixes dans leur case doivent lutter à chaque instant contre le vent, un personnage à part entière de l'histoire. L'auteur doit donc recourir à toutes les astuces qu'il a à sa disposition pour représenter un élément qui n'a pourtant pas de forme tangible. Je dessine bien sûr la poussière, des choses en suspension dans l'air. Mon coloriste, je lui dis aussi, là en fait il y a eu beaucoup de vent, etc. Donc la poussière est en suspension, donc il faut qu'on sente que dans l'air il y a des particules, ce genre de choses. Après, il y a évidemment le mouvement que les hordiers, les attitudes qu'ils sont obligés de prendre pour faire face au vent qui déséquilibre toujours en arrière, donc ils sont obligés de compenser en ayant le centre de gravité qui est toujours en avant des pieds. Voilà, et les onomatopées aussi, le son pour moi était très très important. Il est important dans le roman et pour moi il était important que la présence du son ait la même importance en bande dessinée aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cases qui sont presque sursaturées d'onomatopées pour essayer de rendre cette présence englobante et presque étouffante du vent quand on est pris dans un vent fort. Le son est là en permanence et il nous assourdit presque. Et j'avais envie d'essayer de rendre tout ça. Quand il faut prendre le roman à bras-le-corps, l'adaptation impose alors des choix draconiens. Dans la forme, évidemment, Damasio étant un amoureux du langage qui invente par exemple des joutes orales mémorables, mais aussi dans la structure même du récit, ou encore les événements auxquels la Horde est confrontée, dont certains cruciaux dès le début du voyage. Moi, je dois dire que au départ, j'étais parti sur une adaptation assez littérale. Et c'est Alain qui m'a vachement bousculé là-dessus. Il m'a dit non, c'est pas ça une adaptation. Il faut que tu t'appropries le roman. Et il m'a vachement poussé en fait à modifier des choses, à changer des choses. Il m'a dit c'est une vraie réécriture que tu vas devoir faire. Tu peux pas te contenter de suivre le roman pas à pas. C'est pas possible, ça va pas faire une bonne BD. Et je pense qu'il avait raison. L'auteur prévoit de terminer son histoire en 5 ou 6 volumes, sachant que le premier volume fait déjà 76 pages. Tout est donc histoire de choix entre figures imposées du roman et les intérêts plus particuliers du dessinateur qui ne pourra tout faire rentrer dans ses albums. Si je fais la scène de la leçon de vent, enfin moi je l'appelle comme ça, dans son intégralité, je vais déjà faire, 15 pages avec ça. Bon, évidemment que moi il faut que je sois plus synthétique. Moi l'idée c'est d'essayer de retrouver l'essence en fait d'une scène et d'essayer de la retranscrire de la façon la plus efficace et de façon assez concise aussi, parce que j'ai cette contrainte de la pagination. Je vais pas faire 700 pages de BD, c'est pas possible. Puis j'en ai pas envie et puis de toute façon il y a des aspects sur lesquels j'ai envie de passer plus rapidement pour me concentrer sur d'autres choses. En ligne de mire, il y a forcément évidemment les grandes étapes qui sont dans le roman, qui pour moi de toute façon sont très importantes et que j'ai absolument pas l'intention de changer parce qu'elles me plaisent telles qu'elles sont. Et après il y a des moments où le texte pour moi a tellement de force et où j'ai tellement envie de le voir tel quel qu'il y a des moments j'ai pris le texte, je l'ai mis, j'avais presque pas envie de faire d'image dessus parce que pour moi il était tellement beau qu'il existait en tant que tel quoi. Voilà, donc oui, je fais des choix. Voilà. Le premier Furvent est passé pour Eric Nino et la Horde est désormais bien lancée. Mais il reste encore bien des tempêtes à venir pour qu'un jour, peut-être, cette 34e Horde alternative arrive en extrême amont dans l'espoir d'avoir des réponses à leurs questions, de donner un sens à la quête qui résume toute leur vie.